on va du commun, c'est-à-dire ce que nous avons en commun prime sur les considérations personnelles, sur les intérêts de quelques groupes sociaux, les privilégiés, mais aussi ceux qui se revendiquent appartenir à une quelconque religion, ethnicité, etc. Même si moi, je suis d'origine algérienne, donc je vois d'ailleurs que vous avez un rapport sur la situation des droits de l'homme en 2023 en Algérie. On ne peut pas s'oublier. Moi, je ne vais pas me couper en 2, en 3, en 5 et dire que j'ai extirpé la partie algérienne qui est en moi. Celui qui vous raconte ça, voilà. Le destin, on est maître de notre destin puisque l'éducation nationale nous a aidés à faire des choix. Mais il reste que je suis la composante de tout ça. Et ce qui m'a permis, moi, non pas de m'essentialiser dans un rapport à quelque chose, dans une histoire dont j'aurais pu être la victime, c'est justement le combat social et politique. Et c'est justement m'inscrire en tant que citoyenne dans une démarche collective de protection des droits fondamentaux, premièrement, et deuxièmement, des droits sociaux, économiques, pas simplement pour quelques femmes, mais pour toutes les femmes. Donc ça, c'est important de savoir d'où on parle et pourquoi je parle ici, pourquoi je suis venue ici. Moi, je vais vous parler de la vulnérabilité. Parce que je pense que dans mon parcours, je me suis attachée à avoir justement cette attention à la vulnérabilité. Et sous un prisme qui va sans doute vous toucher, puisque c'est sur un prisme d'une éthique laïque. C'est-à-dire comment cette attention à la vulnérabilité qu'on peut avoir quand on est médecin, éducateur, professeur, assistant social, comment on se nourrit, on trouve des ressources dans l'éthique laïque. Vulnérabilité, c'est un mot qu'on a longtemps associé aux femmes et qu'on continue à associer parce que il dit à la fois tu as soulevé, nous sommes la moitié de l'humanité, et ce qui nous relie à l'autre moitié, c'est justement cette vulnérabilité que nous partageons, qui est intrinsèque pour parler de dignité humaine. Nous avons depuis 1945 d'ailleurs tout un socle juridique qui précise très clairement les notions de dignité et de vulnérabilité. Et moi, j'y suis effectivement attachée parce que c'est ce qui fait que quand on peut être aussi touché par l'autre. Être touché par la vulnérabilité de l'autre, parce que c'est une femme, parce que c'est un homme, inversement, parce qu'il n'a pas, il est malade, parce qu'il souffre, parce qu'il n'a pas eu les mêmes conditions d'accès que moi à la connaissance, à la culture, au combat politique. Et je trouve que ça nous permet aussi de pouvoir regarder de manière très objective et aussi sensible, les deux, les réalités qui nous touchent aujourd'hui. Le deuxième volet de la vulnérabilité, c'est évidemment ce qui fait que les conditions sont pas réunies pour que nous soyons pauvres, c'est la condition sociale, économique, oui. Quand tu parles, pense à parler. Ah, je peux parler beaucoup plus fort. Oui, pas de souci. C'est aussi la vulnérabilité liée à un contexte. Nous sommes vulnérables aussi du fait de nos relations à autrui, ou des relations du quartier, relations aussi économiques et sociales. Donc, cette vulnérabilité, d'ailleurs, c'est un sujet qui anime beaucoup les radicaux, des groupes de par le monde qui torpillent la séparation du politique et du religieux, puisque nous voyons ici et ailleurs, on peut parler de tous les groupes qui se constituent d'ailleurs autour de la justice sociale, qui malheureusement s'infiltrent là où il y a effectivement cette vulnérabilité. Ils s'infiltrent comment? Parce qu'ils répondent concrètement aux besoins des gens et aux besoins des femmes. Une femme
qui se dit vulnérable parce qu'il y a la loi du plus fort, si elle n'a pas les ressources et qu'elle n'a pas les moyens de se sortir de cette situation, c'est le plus fort qui le réduit. Je n'invente rien, puisqu'une femme aujourd'hui peut encore expliquer à une assistante sociale qu'elle ne trouve pas les ressources pour partir du domicile conjugal, parce que, un, elle n'en a pas les moyens, deux, même si la loi est de son côté, le plus fort, il est là. Le plus fort, il est là. Donc, ça, c'est extrêmement important de pouvoir aussi regarder tous ces liens de dépendance à autrui, que ce soit un mari, mais aussi des groupes qui agissent et qui mettent à mal aussi les principes fondamentaux, les principes républicains. Et je vous dis, pour le cas des femmes, je parle des femmes en France, nous avons aujourd'hui un arsenal juridique très clair. Nous ne l'avions certainement pas il y a plusieurs années, nous l'avons aujourd'hui. Mais malheureusement, ce n'est pas encore la personne, et je pense que les femmes peuvent se sentir extrêmement vulnérables de par ses conditions sociales, parce qu'elles sont pauvres, qu'elles ne peuvent pas avoir les moyens de partir, mais vulnérables aussi parce que les liens sociaux font que certaines femmes, même quand elles en ont les moyens, elles ne trouvent pas les ressources psychiques, et là on parle pour le coup du contexte social, sociétal. Alors je déteste ce mot-là, mais j'en ai pas trouvé d'autres qui viennent. C'est-à-dire comment la société peut effectivement lancer des messages extrêmement forts pour que psychiquement la personne pense, même qu'elle sera reconnue et soutenue dans cette décision de rompre avec le père de ses enfants, parce que souvent c'est cette dépendance-là qui vit les femmes, et qui, quand elles expliquent qu'elles ne veulent pas partir ou qu'elles mettent du temps à partir, c'est cette dépendance au père. Donc, est-ce que au niveau de notre société, nous avons suffisamment travaillé, attaqué cette dépendance psychique à une relation toxique qui fait que la personne ne s'en sort pas? Et puis, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, je pense que pour lutter très efficacement et redonner plutôt à la laïcité cette dimension politique, il faut être aux côtés de ceux qui ont moins. C'est compliqué. Il ne faut pas laisser la place à ceux qui occupent ce terrain-là, qui répondent aux besoins, parfois des questions de ressources, aux besoins, au statut, c'est-à-dire qu'on a des pères qui prennent la place dans le quartier de pères, parce que c'est comme ça que ça fait tisse. Et moi, je suis très étonnée, parce que malgré tout ce qu'on a mis en place ces dernières années, notamment de lois, ces lois, que ce soit et je vais parler de l'école, la loi contre les signes religieux à l'école, la loi contre la discrimination du visage, etc. Moi, j'ai toujours dit, nous avons toujours dit que ces lois étaient nécessaires, mais pas suffisantes. On n'a jamais vu le combat, il se gagne aussi aux côtés de ceux qui sont la cible, ceux qui souffrent aussi. Quand on a une école laïque attaquée comme elle est attaquée, remise en question, je parle aussi du nombre, et je pense que vous le savez à mon point de 93, le nombre d'écoles privées qui se montent et qui s'ouvrent, parce que notre école, en termes de capacité à fonctionner, est en perte de vitesse, nous voyons que nos adversaires, ils sont là et ils s'organisent. Moi, je pense que quand on veut gagner ce type de combat, il faut être très simple, il faut être présent sur le terrain aux côtés des populations qui sont la cible de ceux qui veulent aussi, c'est le pacte républicain, mais quelle alternative il propose? Alors moi, je le pense, je vous dis comme je le pense, avoir fractionné les combats sociaux, utiliser la vulnérabilité, non pas, et Ricoeur disait que c'était une force aussi, la vulnérabilité, Paul Ricoeur. Pourquoi? Parce que moi, si je n'avais pas eu cette vulnérabilité-là, je ne serais pas la personne que je suis. C'est-à-dire que ça peut être une force. Si on en donne les moyens, on peut aussi
s'en saisir, se construire. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Mais j'ai eu des ressources de l'école laïque, j'ai eu les ressources du combat politique, et ça m'a aidé à en faire une force. Le problème, c'est que, évidemment, quand il n'y a personne en face, il y a personne, le nombre d'éducateurs de rue a réduit en peau de chagrin, on a réduit les subventions des associations au niveau local, et je parle d'associations citoyennes, évidemment. La question de la grande précarité et de la grande pauvreté ne fait que devenir un sujet majeur. Et en face, on a sur le terrain du vide, faut dire comme ce que c'est. Et la nature, elle a horreur du vide. Ça fait plusieurs années qu'on a des femmes seules, d'ailleurs, c'est souvent des familles monoparentales, qui élèvent leurs enfants dans des conditions extrêmement difficiles, et je sais que sur le territoire de Montreuil, vous savez de quoi je parle, et évidemment, elles travaillent, elles font des ménages, c'est des emplois précaires, et les enfants peuvent être laissés à eux-mêmes aussi. Donc c'est une situation sociale dont il faudrait qu'on s'occupe, et malheureusement, si on ne remet pas l'éducation populaire, ça a été quand même un ciment aussi du courant laïque, je ne vois pas comment on peut prêcher derrière dans notre petit, dans notre petit précaré laïque où nous tout va bien pendant que d'autres se laissent happer, phagocyter. Et c'est très dur d'en revenir. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a aussi des jeunes enfants, des adolescents qui peuvent être en interrogation. Mais une fois qu'on est rentré dans cette dynamique aussi là, c'est très compliqué de revenir. En tout cas, on peut mettre des années. Et je pense qu'on ne prend pas la mesure de ça aujourd'hui. Je pense que l'antiracisme, moi je suis une antiraciste, je ne vais pas non plus vous raconter l'histoire. Je pense qu'un des fondements de la laïcité, c'est la non-discrimination. Heureusement que la laïcité, elle est là pour dire qu'on regarde l'autre comme son égal, et que la laïcité, elle est là aussi pour dire qu'on ne discrimine pas au nom d'une, selon la religion, l'origine, la couleur de peau. Elle est là pour ça. Mais quand on a laissé aussi ce terrain de l'antiracisme, on n'a pas été aux côtés des populations qui étaient discriminées. Il y a un moment donné, la nature, elle a horreur du vide aussi. Qu'est-ce qui se passe? On prend le pli d'aller dans une position, et je reviens à la vulnérabilité, victimaire. Quand la vulnérabilité ne tient pas une force et qu'on devient, puisqu'on vous le répète, on m'a répété que j'étais une victime une bonne partie de ma vie, et un jour j'aurais dit, écoutez, mon père, il m'a dit qu'il s'était justement battu pour que l'Algérie soit libre et indépendante, c'était pas pour que sa fille elle soit victime de quoi que ce soit. Moi, je suis libre, mais c'est vrai qu'on a... Oui, ce n'est pas rendre service non plus à ces personnes. Par contre, leur donner les moyens de lutter, et je reviens à mon plan social et politique, de lutter contre les discriminations, contre le racisme, contre une réalité sociale contre laquelle il faut se battre, qui prend un tournant libéral, et j'en finirai là sur cette attention éthique. Je ne crois absolument pas qu'un État libéral en France, c'est-à-dire avec des groupes constitués qui s'organiseraient, auxquels on donnerait des droits spécifiques, soit l'avenir. Tout simplement parce qu'il a montré ses limites dans les pays anglo-saxons où ça a été mis en place. Il suffit d'écouter nos camarades ailleurs, de regarder comment ils ont géré les crises qui sont arrivées ces dernières années, et de comprendre que ce n'est pas le ciment, en tout cas de l'État libéral, qui permettent à la fois de défendre les protections sociales, voilà, tout ce que nous avons comme acquis, premièrement. Deuxièmement, c'est un risque majeur de fragmentation démocratique, et de se retrouver avec une balkanisation de communautés qui continueront à revendiquer des droits spécifiques, mais certainement pas une égalité.
Moi, je veux l'égalité, la liberté et la fraternité, et j'ajouterai la solidarité. Voilà ce que je veux. Je ne veux pas de droits spécifiques qui, certes, vont respecter le principe de non-discrimination, mais ne me reconnaîtront jamais comme une citoyenne pleine et entière, capable de pouvoir jouir de droits politiques, sociaux, de pouvoir représenter mon pays c'est la France aujourd'hui. Voilà. Et je pense que c'est un leurre et quelque part un néo-racisme qui nous dit pas son nom, voire un néocolonialisme. Merci.